chers compatriotes, et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Briser la glace. C'est une nouvelle saison qui débute aujourd'hui, la 3e saison du podcast pour être exact, saison durant laquelle on va marcher ensemble, main dans la main, vers le repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey, année qui devrait être encore une fois fort intéressante. Habituellement, c'est le tournoi Hlinka Gretzky qui marque le début de la nouvelle saison du podcast, mais là, j'avais du temps pour vous faire un petit épisode, fait qu'on va devancer l'agenda un petit peu. Au menu aujourd'hui, c'est fort simple. Je réponds à vos questions ou à votre question. En tout cas, c'est parce qu'il y a une des questions qui va prendre la moitié de l'épisode, c'est à peu près certain. C'est pas que vos suggestions étaient pas bonnes. Ils étaient excellentes en fait, mais c'était beaucoup des suggestions de thèmes pour un épisode complet, plus que des questions simples genre « c'est qui mon coup de cœur préliminaire en vue du prochain repêchage » ou encore « si ça me fait peur quand vous me dites le mot « visage ». Chose certaine, la plupart de ces questions-là ou suggestions vont me servir d'inspiration pour monter des épisodes futurs. Fait que c'est pas perdu, votre feedback est important, fait que si c'est le genre de contenu que vous voulez entendre, moi le faire, tu sais. Fait que je vais commencer aujourd'hui par répondre aux questions plus simples que vous m'avez envoyées. Ensuite, je vais vous dire les suggestions qu'on va mettre dans le frigo pour utilisation future. Puis ensuite, on attaque le gros morceau d'aujourd'hui. La demande la plus populaire, dévoiler mes classements des banques d'espoir en date d'aujourd'hui. On start ça en Lyon. Rawr. La première question vient d'Alexandre Giroux. Puis c'est vraiment une question que j'adore. Si on te confiait l'équipe du CH actuelle en entièreté, l'alignement, les prospects, la foutue division, quels seraient tes prochains moves, cibles, et quel serait ton plan en fait? Et qui reste en défensive? J'adore jouer au DG. Ceux qui me connaissent savent que j'ai longtemps fait des ligues simulées puis que j'achète les jeux d'NHL juste pour simuler les saisons puis faire des échanges puis repêcher puis tout. Je suis pas bon pour autant, mais j'aime ça. L'équipe du CH a un sacré beau terrain de jeu dans l'état actuel. Fait que voici mon plan 3 ans, si on veut. Ça se peut que j'en choque quelques-uns, mais on fait ça pour le plaisir. Gardons ça ludique. Puis j'essaie ici de m'efforcer à trouver un scénario différent de ce qu'on envisage présentement. Juste question là, de garder un esprit ouvert, parce qu'on sait que ce qu'on envisage publiquement, le consensus, là, c'est jamais ça qui se passe. Fait que, essayons de prédire là, qu'est-ce qui pourrait se passer. Premièrement, la saison 2024-2025 est pour moi un point tournant, puis on va s'en servir pour deux choses. Dans un premier temps, on va s'en servir pour donner du temps de glace aux jeunes, mais également pour mettre le bois mort en valeur, pour essayer d'en flipper au moins un ou deux, flipper des mauvais contrats d'ici la fin de la saison, en retour d'assets. L'idée, c'est pas de nécessairement finir dans la cave. Bon, évidemment, si ça se passe, tant mieux, mais on veut pas bâtir là, une culture de perdants non plus. Mais si le CH peut encore repêcher dans le top 10 en 2025, ça serait génial. Puis, ça risque d'être le cas. Je comprends, Suzuki Caulfield s'en vient dans leur prime, Dak est de retour, il devrait avoir un impact important, Slavkovski devient une brute, Newhook a bien joué également, mais à part ces 4-5 joueurs-là, le reste de l'alignement du CH est triste en maudit. T'sais, on a Gallagher, Dvorak, Anderson, Evans, Armia et compagnie. Toutefois, il n'est pas question de signer d'autres vétérans dans le but d'essayer de faire les séries. Le CH n'est pas encore rendu là, il faut juste mettre ça dans la tête. T'sais, on entend depuis quelques jours là, des rumeurs comme quoi qu'il faudrait signer James Van Riemsdyk. Hey, sacrez-moi patience avec ces vieux funnies-là. Tant qu'à donner une chance à un gars comme Van Riemsdyk, pourquoi ne pas donner une chance à Heinemann? Je comprends, Heinemann n'a jamais rien prouvé dans la LNH, mais il va falloir lui donner une chance à un moment donné, puis si c'est pas là qu'on le fait, ça va être jamais. Fait que place aux jeunes, on fait le ménage. S'il y en a justement comme les Meshar, Heinemann et compagnie, qu'on se rend compte que ça marche pas, ciao, bye. C'est le temps de faire du ménage, puis de donner la place justement aux jeunes. Ensuite, on va se servir de la saison 2024-2025 surtout pour se rassurer sur l'état de santé de plusieurs jeunes, dont Kirby Dach et Caden Goulet, pour qui leur état de santé est alarmant, mais aussi parce que, pour moi, leur disponibilité à long terme ou non
c'est pas mal ce qui va dicter la suite des choses. Non seulement dicter si on doit les échanger pendant qu'ils ont encore une bonne valeur, mais aussi savoir si l'équipe est prête à être compétitive ou non, parce que c'est aussi ce qui va trigger justement des échanges pour aller chercher des assets, pour aller chercher les pièces manquantes, ou encore être agressif sur le marché des joueurs autonomes, tu sais. La banque d'espoir du CH est impressionnante, je vais en parler plus tard, mais sans ces deux piliers importants-là, donc Kirby Dach et Kaiden Guhle, ça prend quand même une petite drop si on les a pas, et possiblement même que le CH prendrait un pas de recul de quelques saisons si jamais il perdait ces deux éléments-là. Donc oui, il y a une pelletée de jeunes espoirs au plafond excessivement élevé dans la banque d'espoir du CH. On parle évidemment de Demidov, mais aussi Hudson, Reinbacker, Mailloux, Hage, etc. Mais il n'y a aucun de ces joueurs-là qui a prouvé sa place dans la LNH encore. Évidemment, on s'en doute, on se le souhaite, mais objectivement, à part 2 games de Hudson puis une game de Mailloux, il n'y a aucun de ces joueurs-là qui a joué dans la LNH, donc il n'y a rien de coulé dans le béton. Fait qu'on ne peut pas prendre pour acquis que 100% de ces joueurs-là vont atteindre leur plein potentiel. Ça se peut, même c'est fort probable qu'il y en ait au moins un que ça ne donne pas ce qu'on s'attendait. Si c'est plus que ça, ben évidemment, on est dans le trouble. Puis si ces joueurs-là, les Hudson, Reinbacker, Mailloux, Hage, atteignent pas leur potentiel puis qu'on doit se débrouiller avec seulement ce qu'il y a présentement à Montréal, ben ça prend absolument un Guhle puis un Dach en santé. Sans Dach, en fait, la ligne de centre fait excessivement dur. Puis le top 6 perd soudainement quelques pouces. Puis on revient là, au problème là, justement de grandeur dans le top 6 du CH si on perd Dach. Là. Ce qui m'amène au deuxième point par rapport à la ligne de centre. J'aimerais essayer rapidement Demidov au centre. En fait, on en parlait en début de la saison passée que Demidov allait possiblement jouer au centre. Finalement, c'est pas arrivé, mais probablement que ça va arriver cette saison. Puis peu importe le scénario, dans la LNH, j'aimerais essayer Demidov au centre. Je pense qu'il y a le profil de joueur pour. Puis tu sais, on sait que Dach c'est un bon joueur de centre, mais on pourrait mettre Dach à l'aile le temps que Demidov justement soit à l'aise dans cette position-là, ou mettre Dach là, avec Suzuki, peu importe. Juste question d'avoir 3 joueurs de centre solides. Question de pallier justement aux blessures. Parce qu'en ce moment, si Suzuki ou Dach se blessent, on est dans le trouble. Bon, il y a Alex Newhook qui peut dépanner, mais on ne peut pas avoir Suzuki Newhook comme centre 1 et 2. Je pense pas que c'est envisageable. Puis, bon, évidemment, il y a Michael Hage aussi qu'il faut pas écarter. S'il peut se développer en centre de middle six, ben là, on serait vraiment en business. Puis si en plus, on peut avoir justement Demidov qui joue au centre, ben là, je pense que ça viendrait régler beaucoup de problèmes et surtout donner de la latitude en cas de blessure. Puis, d'avoir Dach et Demidov pouvant tous les deux jouer au centre, ben ça te permet d'avoir un gaucher puis un droitier sur la même ligne puis d'alterner au besoin. Fait que ça te donne cette possibilité-là. Parce que, faut le rappeler, Suzuki, Dach et Hage sont tous droitiers. Le CH n'a pas présentement là, de centre gaucher projetant sur leur top 6. Il y a les 2 choix de 2025 aussi qui vont jouer pour beaucoup dans cette finalisation de reconstruction, on va le dire comme ça. On rappelle que le CH a encore son propre choix en 2025, mais possède également celui des Flames, qui est toutefois protégé top 10, puis ça va être game changer. En fait, si Calgary repêche 11e ou plus tard, le CH va conserver ce choix-là des Flames, ce qui pourrait vraiment impacter beaucoup positivement cette reconstruction-là. T'sais, imaginez avoir 2 choix, mais disons dans le top 12. C'est un peu comme les Sharks cette année, tu sais. En 2024. Sauf que je crois malheureusement là, que le scénario le plus probable soit que Calgary termine dans le bottom 10, bottom 10, puis conserve son propre choix et que Montréal obtienne plutôt le choix de la Floride qui devrait malheureusement être en fin de première ronde. Fait que pour l'exercice, considérons juste le choix de Montréal qui devrait être normalement entre 5 et 10 et ne pensons pas au choix des Flames. Tu sais, fait que là, quel genre de joueur est-ce que le CH pourrait repêcher alors en 2025? Considérant que Higgins puis Martin devraient sortir top 5 puis que le reste du top 5 devrait être complété par une quelconque combinaison de Frondel, Ryabkin, Misa, McQueen et Schaefer, du moins en date d'aujourd'hui. Puis by the way, si vous connaissez pas ces joueurs-là, j'en parle plus tard dans l'épisode, donc stay tuned, restez accordés.
Mais il n'est pas farfelu, c'est ça, de penser que le CH pourrait mettre la main sur un de ces gars-là. Soit un McQueen, un Misa ou encore un Ryabkin. D'ailleurs, Ryabkin, sachant que les Russes ne sortent pas top 5, en fait, Demidov est sorti 5e, mais mettons, ils ne sortent pas top 4. On peut rêver que le CH refasse le même coup qu'en 2024 puis sélectionne la sensation russe, Ivan Ryabkin dans ce cas-là. Un joueur de centre, gaucher, hyper complet, qui pourrait évoluer à l'aile ou dépanner au centre. Ça vient cocher beaucoup de cases que le CH a de besoin en ce moment. C'est le choix qu'on va suspecter là, pour l'instant. Le Ryabkin, mettons, à Montréal, ça serait un beau fit. Fait que dans la simulation que je suis en train de faire, on va dire que Montréal repêche Ryabkin en 2025. Au niveau des échanges que je ferais, bon, évidemment, il y en a un là, que c'est évident, là, mais qui est rendu cliché, mais Jordan Harris, la réalité, c'est que personne n'en veut de Harris. Il en pleut des défenseurs de même dans la LNH. Fait que je vais aller un peu à contre-courant, puis je dirais, tant qu'à pas être capable de l'échanger ou de l'échanger contre un 6e choix, ben, aussi bien lui trouver une chaise puis de s'en servir comme du monde à Jordan Harris. Parce que il va tomber à RFA, joueur autonome avec compensation éventuellement, puis LCH ne va pas lui donner un contrat de 3-4 millions. Là. Ça arrivera pas. Puis si ça arrive, on est dans le trouble. Fait que LCH va finir par le perdre, puis probablement même pas être capable de l'échanger. Fait que tant qu'à ça, essayons de lui trouver une chaise, puis essayons de l'utiliser adéquatement. Sinon, ben, bon, évidemment, tout le bois mort, puis les mauvais contrats, on parle des Gallagher, Dvorak, Armia, Anderson, puis tout ça. Si on est capable de les échanger, là, évidemment, go for it, là, mais c'est une évidence même ici. Là. Mais il y a quelques autres dossiers que j'aimerais quand même discuter ici. Le premier, c'est celui de Mike Madison, qui est un nom qu'on entend dans certains échanges, mais qui fait pas l'unanimité au sein des partisans pour être échangé. En fait, Madison est incroyable. Il a été sensationnel cette saison. Sa valeur n'a jamais été aussi haute. 62 points pour une équipe de fond de classement, c'est absolument remarquable. Tu sais, Madison a cumulé la saison dernière plus de points que tous les joueurs des 4 équipes qui ont terminé pire que le CH, attaquant inclus. Fait qu'il y a une meilleure production que tous les joueurs des Ducks, tous les joueurs des Sharks, tous les joueurs des Blackhawks et tous les joueurs des Blue Jackets. Si on regarde juste au niveau des défenseurs, il faut descendre jusqu'aux Islanders, que je pense qu'ils ont fini 18e dernier, en tout cas, avant de trouver un défenseur qui a plus de points que Mike Madison. En fait, Madison, si on regarde ça, il a plus de points que les Dahlin, Hughes, Sider, Werenski. En fait, on fait ça simple. Il est terminé au 9e rang des défenseurs. Derrière seulement Hughes, McCarr, Yossi, Bouchard, Hedman, Fox, Dobson, Morrissey. Il n'y a aucun doute pick là-dedans. Il a donc terminé devant Erik Karlsson et Miro Heiskanen. Bref, pourquoi je voudrais l'échanger d'abord? Il fait partie de l'élite, right? Ben, je pense que le timing est juste pas bon, malheureusement. Tu sais, le CH est pas en position de gagner en ce moment, puis il va pas l'être avant encore au moins 2-3 ans minimum. Le X, c'est que Matheson, il a déjà 30 ans. Il a connu de loin la meilleure saison de sa carrière. Il a genre le double de son record précédent, là, qui était comme 31 points en 74 matchs avec les Pingouins. Il a doublé ça cette saison. Est-ce qu'il va être capable de répéter encore l'exploit? Puis même, est-ce qu'il va être capable de le faire d'ici 3 ans quand le CH va être compétitif? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une saison exceptionnelle qu'on vient de voir là? Personnellement, même si je pense qu'il peut encore offrir quelques bonnes saisons, je crois que le retour immédiat qu'on aurait en l'échangeant serait très intéressant. Il ne sera jamais plus élevé qu'il l'est en ce moment. Surtout compte tenu, en fait, qu'il gagne moins de 5 millions par année. Fait que je l'échangerais plus tôt que tard, genre là, avant même que la saison débute. J'ai pas regardé quelle équipe là, avait encore des RFA à signer, mais il y a plusieurs équipes là, en position d'être compétitives qui auraient de la place sous le plafond afin de l'accueillir. On parle entre autres là, des Red Wings, des Jets, des Bruins, etc., etc. Fait que je pense qu'il y a des beaux candidats pour l'échanger là-bas. Sinon, ben, le prochain repêchage, le prochain d'échange, pas repêchage, on voit, je suis habitué de parler de repêchage. Le prochain échange que je propose, ou que, du moins que j'émets l'hypothèse ou je mets l'idée sur la table, ça fera pas l'unanimité. Puis même dans ma tête, ça fait pas de sens. Puis est très, très, très circonstanciel. Puis à prendre avec un gros grain de sel. Je rappelle qu'on brainstorm pour le plaisir. Mise en contexte. Mettons que dans 2-3 ans, là,
Slavkovski devient dominant, plus qu'un point par match, que Dak demeure en santé puis s'établit comme étant un solide centre, un B ou 2A, peut-être même mieux, puis que Ivan Demidov est le joueur promis, un joueur de 100 points ou plus. Mettons que tout ça s'aligne, là, je penserais sincèrement à échanger Cole Caulfield. Puis, don't get me wrong, j'adore mon petit coco d'amour. Mais tant qu'à avoir Caulfield comme, mettons, 5e meilleur attaquant de l'équipe, puis le voir jouer sur un deuxième trio, ben j'irais me grossir pour les séries. Parce que faut pas oublier que dans possiblement 4 ans environ, va falloir signer Demidov. Dak va également demander un nouveau contrat. Il va tomber agent libre avec restriction d'ici là. Il y a des choix qu'il va falloir faire. Si Caulfield ne devient pas le marqueur de 50 buts promis, ben son contrat de presque 8 millions jusqu'en 2031 pourrait rapidement devenir lourd. Mais s'il devient un marqueur de 50 buts, ben là, il va falloir faire des choix parce qu'on ne pourra pas garder tout ce beau monde-là à Montréal. Parce qu'il y a également des défenseurs là, que je n'ai pas parlé. Il va y avoir une belle gang à signer pas mal toutes dans le même temps en plus. Là. Fait que ça se peut que le CH, d'ici 3, 4, 5 ans, se retrouve dans la situation où ils doivent échanger un de ses gros salariés. Je pense pas que ce soit Slav, ce sera pas Demidov, ce sera pas Suzuki. C'est possible que Caulfield soit le sacrifié, malheureusement. Puis en plus du choix de 2025, si le CH va chercher Ryabkin puis que Ryabkin devient un autre joueur super bon, ben rapidement, Caulfield peut se ramasser 4e, 5e, voire même 6e meilleur attaquant de la formation. Derrière, justement, les Demidov, Slavkovski, si Doc devient bon. Parce que, je réitère, tout ça, c'est dans l'éventualité où Slavkovski continue sa brillante progression et devient la pierre angulaire de cette équipe-là, que Demidov devient le joueur promis, que Suzuki il est déjà là, une pièce importante dans cette équipe-là, puis que Dak continue sa progression. Si rajoute à ça un Ryabkin, est où la place à Caulfield là-dedans? C'est ça que j'ai peine à voir. Fait que c'est ça. Je pense que de l'échanger contre soit un plus gros monsieur ou un défenseur top 4, ça pourrait être très bénéfique pour le CH. Mais, tu sais, prenez ça avec un grain de sel. Là. Il y a beaucoup de si pour en arriver là. Fait que c'est ça. C'est juste, si jamais là, il se ramasse 5e meilleur attaquant de l'équipe, il faudrait envisager de l'échanger. Sinon, un joueur qui me titille, c'est Alex Newhook. J'aime beaucoup sa vitesse, son lancer, ce qu'il peut apporter offensivement. Puis je pense que ce serait excellent de l'avoir sur la 3e ligne. Le problème, c'est que j'aimerais idéalement l'avoir justement sur la 3e ligne et non sur le top 6. Genre avec un Michael Hage, ça serait fou. Sauf que si on projette également un joueur comme, mettons, Joshua Roy dans cette portion de l'alignement-là, mettons une ligne, là, Newhook, Hage, Roy, excessivement skill sur papier, mais je trouve que ça manque un peu de caractère et de robustesse, du moins par rapport à mes préférences personnelles pour un bottom 6 ou pour une 3e ligne si on veut. Fait que ça me chicoterait. Personnellement, c'est pas le genre d'identité que j'aimerais essayer de construire. J'aimerais avoir un petit peu plus là, de papier sablé justement sur ma 3e ligne. Fait que selon le star potential aussi qui va être repêché avec les choix de 2025 puis le développement de Hage, je pense malheureusement que Josh Roy puis Alex Newhook vont finir pour se battre pour la même chaise sur le 3e trio. Puis ça aussi, c'est de quoi garder en tête puis qui me fait peur. Là. Newhook a présentement une meilleure valeur, mais je pense pas quand même que le retour qu'on obtiendrait demain matin, mettons si on échangeait Newhook, est suffisamment alléchant pour le laisser partir par rapport à ce qu'il peut apporter sur une 3e ligne ou du moins en termes de profondeur dans une formation et dépanner même sur une 2e ligne en cas de blessure. Fait que je pense que je garderais Newhook, même si initialement, j'avais dit que j'allais l'échanger, là, mais j'étais revenu sur mon plan. Mais tout ça, en fait, si Newhook reste, Newhook Hage ensemble sur une 3e ligne exceptionnelle, mais ça pourrait placer Josh Roy dans une drôle de position parce que, comme je disais, je pense qu'ils vont se battre pour la même chaise éventuellement. Sinon, j'irai chercher Blake Montgomery à Ottawa juste pour l'appeler tubercule de Montgomery. En tout cas, vous googlerez là, si vous vous rappelez pas c'est quoi. On a appris ça à l'école, guys. Je serais aussi à l'écoute pour tout échange impliquant Jacky et Struble. Puis, je les aime, je les adore.
Ça prend des gars de même à Montréal, puis là, on les a, fait que pourquoi les laisser partir, tu sais? Mais je serais ouvert à un échange à la Romanov si ça se présentait. Je serais 100% down à condition que le retour soit avantageux. Tu sais, je les échangerais pas juste pour les échanger, mais je pense que le retour obtenu contre Romanov est excessivement intéressant. Si une offre comme ça se présente sur la table, why not Coconut? Évidemment, deux profils très intéressants, sauf que ça se trouve aux agents libres, ce genre de défenseur-là. Puis Romanov, c'est le parfait exemple. T'sais, c'était un fan favorite. On l'a échangé, les gens étaient fâchés. Puis somehow, il est rapidement tombé aux oubliettes. Je pense que les gens ont, défâché assez rapidement de ça. Si Montréal obtient le choix de la Floride en 2025 plutôt que celui des Flames, en fait, un de ces deux défenseurs-là pourrait servir de monnaie d'échange afin de s'avancer au repêchage en 2025. On jase. Fait que c'est ça. Sinon, d'ici 3 ans, les contrats de Savard, Armia, Dvorak, Harris, Evans vont être terminés. J'essaierai évidemment de tous les échanger. Ça n'arrivera pas. Fait qu'il y en a qu'on perdrait contre rien. J'en signe absolument aucun. Même chose avec Gallagher, Anderson et Pezzetta, qui seraient tous partis. Fait que c'est vraiment difficile de faire un alignement projeté pour dans 3-4 ans parce qu'il va y avoir des transactions, il va y avoir des signatures, il va y avoir des repêchages, il va y avoir des déceptions, il va y avoir des surprises. Mais voici un peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Évidemment, première ligne, Slavkovski. J'ai gardé Suzuki là, comme centre numéro 1, puis Demidov à l'aile. Sur la deuxième ligne, là, on aurait le choix de 2025. Là, j'ai mis Ryabkin, là, mais ça peut être n'importe quoi d'autre là, qu'on repêcherait là. Kirby Dach au centre. Puis à droite, ça dépend. Là. Évidemment, si on échange Caulfield ou non, mais Caulfield pourrait jouer là. Ou sinon, n'importe quel joueur obtenu en retour de Cole Caulfield ou un agent libre là, quelconque. Puis honnêtement, ce top 6-là donne tellement de possibilités de brasser ça dans tous les sens. Surtout, mettons là, qu'il n'y a pas Caulfield puis qu'on rajoute un gros bonhomme à la place. Puis qu'on ajoute un gars comme Ryabkin en 2025. Ayant des joueurs justement comme Ryabkin, Demidov, deux gauchers, ce qui va bien avec les droitiers là, de Suzuki Dach, mais qui jouent également au centre, là, on se retrouve avec 4 joueurs de centre, 2 gauchers, 2 droitiers. Tu peux mettre ça comme tu veux, puis à part Suzuki, il n'y a aucun gars en bas de 6 pieds. Fait que tu peux vraiment brasser la soupe comme tu veux. Je trouve ça génial. Troisième ligne, Newhook, Age, puis un gars qui apporte de la robustesse. Newhook, Age, 2 gars qui vont pouvoir dépanner sur le top 6 également au besoin. Vous savez que j'ai Hage en très haute estime. S'il devient le joueur que j'espère, de l'avoir comme troisième centre, ça serait un luxe incroyable. Le duo de Hage-Newhook serait excessivement dynamique et intéressant. En fait, je dis Hage au centre, je pense que Hage pourrait davantage être à l'aile et on pourrait avoir un bon centre là, two-way robuste pour compléter ce trio-là. Donc, l'agilité, le finishing touch puis la créativité de Hage, la vitesse puis la finishing touch de Newhook, avec un gars fiable défensivement et robuste, ça serait un troisième trio incroyable. Au niveau de la quatrième ligne, là, c'est ça. N'importe quelle ligne de tough, là, soit des agents libres, là, des vétérans ou n'importe quel gars qui va se démarquer entre les Tuck, Jacky, Beck, etc. Là, quatrième ligne, on s'en fout un peu. Pour la défense, l'objectif, en fait, c'est d'acquérir 2 gros défenseurs défensifs mobiles d'expérience afin de compléter le rôle de 4, 5 ou 6e défenseur. À moins, là, évidemment, que les Jacky ou Struble puissent remplir ce rôle-là. Je rappelle là, qu'on a Caulfield qu'on pourrait servir comme modèle d'échange ici. Première paire, Goulet-Reinbacker. Grosse paire, capable d'apporter de l'attaque, mais capable de défendre contre n'importe quel trio adverse également. Sur la deuxième paire, j'aurais Lane Hudson jumelé avec un gros vétéran défensif mobile. De là, l'idée d'aller en chercher un. Pourquoi je mets Hudson sur la deuxième paire et non comme premier défenseur? En fait, c'est simplement pour ne pas l'exposer contre les meilleurs trios adverses. Puis au niveau de la troisième paire, un autre des vétérans que je disais, ou Jacky Struble, jumelé avec celui qui va se démarquer entre Mayu, Engstrom ou Konyushkov. Désolé, je rote. Tant mieux s'il y en a 2 qui deviennent de calibre LNH parmi ces 3-là, Mayu, Engstrom, Konyushkov. Mais soyons réalistes. Je m'attends à ce qu'il y en ait seulement un des 3 qui deviennent de calibre LNH. Je pense pas que les 3 deviennent de calibre LNH. Du moins pas si on bâtit une équipe gagnante. Fait qu'avec tout ça,
mettons que Demidov, Slavkovski, etc. atteignent leur plein potentiel, que Dak est en santé, que Goulet est en santé, que Reinbacker devient un défenseur de première paire, que Hudson est capable de piloter un avantage numérique, on peut s'attendre à une coupe d'ici quelques années, guys, et un Art Ross pour Demidov. Fait que c'est ça, exercice très le fun à faire. Merci Alexandre pour la suggestion. Je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice aussi si ça vous le dit et à me partager vos plans. Puis tu sais, je rappelle, gardons ça avec un grain de sel. Là. Il y a probablement des affaires que j'ai pas couvert ni vues. J'ai pas passé 10 heures là-dessus, là, contrairement au dernier segment que je vais parler plus tard dans l'épisode. Bon, fait que c'était juste un brainstorm comme ça. La prochaine question nous vient de Santa Vengaboys. Quel est ton top 10 préliminaire en vue du repêchage 2025 de la LNH? Merci pour cette question, Santa Vengaboys. Fan des Vengaboys? En tout cas, bref. J'ai un peu répondu déjà à la question sur ma page Facebook la semaine dernière, alors que j'avais publié là, un genre de top 10 préliminaire sans trop de contexte ni de justification. D'ailleurs, si t'es pas abonné à ma page Facebook, je t'invite à le faire. J'ai déjà fait un tour d'horizon dans le dernier épisode du podcast, mais ça va me faire plaisir d'en parler à nouveau, puis d'ajouter de l'information additionnelle, parce que oui, j'ai continué mes visionnements et évaluations. J'ai un problème. Au premier rang, bon, j'ai le choix présentement consensuel. James Higgins, centre-américain, 5 et 10, fabricant de jeux two-way, cérébral, qui a brisé des records partout ce qui est passé. Agile, créatif, intelligent, dynamique. Il fait tout bien ça à glace. Il joue plus gros que son gabarit également. Il fait tout à haute vitesse, malgré, c'est ça, sa stature et tout. J'ai hâte de voir comment rapidement il va solidifier sa place comme choix numéro 1. Ou si on va avoir droit à un peu de suspense cette saison, ça serait le fun. Chose certaine, il est talentueux, pas générationnel toutefois, mais assurément un potentiel de points per game dans la LNH, peut-être même une étiquette élite à suivre. Au deuxième rang, j'ai Porter Martone, ailier droit de 6 pieds 3 qui évolue dans la Ligue de l'Ontario au Canada. Pour être franc avec vous, même si Higgins a le meilleur potentiel offensif de toute la QV, si je devais repêcher premier au total aujourd'hui, j'hésiterais entre Higgins et Martone. Puis probablement que ça va très mal vieillir comme statement, mais je pense que j'irais avec Martone. J'aime beaucoup Martone. Je pense que c'est lui que je prendrais, du moins en date d'aujourd'hui. C'est l'ailier de puissance par excellence, puis vous savez que j'aime les gros bonhommes. Non seulement il a un bon gabarit, mais il s'en sert. Il protège excessivement bien la rondelle. Il est rapide, mais il y a aussi la créativité, le lancer élite, les mains, la manipulation, puis les jeux en espace restreint pour devenir un contributeur offensif, puis pas juste un power forward de middle six. T'sais. En date d'aujourd'hui, Martone, c'est l'attaquant que j'évalue avoir le meilleur lancer de la QV. Un vrai sniper. Un tireur précis, contrairement à Thomas Crook. Pour les 3 prochains joueurs, c'est honnêtement déjà excessivement serré. Je les mets pas mal tous égaux là, pour être honnête. Là. D'un jour à l'autre, là, ça change. Là, fait que 3, 4, 5, c'est pas mal tout le même pour l'instant. Au troisième rang, j'ai Ivan Ryabkin, centre de 6 pieds. J'en parlais un petit peu là, tantôt. Ryabkin, en fait, c'est la 3e merveille russe en 3 années consécutives, mais on le connaît peut-être un peu moins qu'on connaissait Michkov, puis même Demidov, en fait, parce qu'on ne l'a pas vu en compétition internationale. Mais ce qu'il a réalisé à sa saison D-1 cette année en MHL est tout juste derrière ce que Demidov a fait lui aussi à son année D-1. Sauf que Demidov, c'est un late né en décembre. Puis Ryabkin, c'est ça, il est né le mois de mai, je crois, ou avril. Fait que bref, Ryabkin, c'est ça, il jouait son année de 16 ans. J'ai peine à définir Ryabkin parce qu'il est autant un excellent marqueur, qui est un excellent fabricant de jeu également. Il y a même des flashs de power forward dans son jeu, même s'il fait seulement 6 pieds. Son lancer est incroyable, ses passes sont précises, il est créatif, il gagne ses batailles le long des bandes. Il est impliqué défensivement, il plaque, protège bien la rondelle. Fait que bref, j'ai peine à lui trouver des faiblesses ou des failles. Peut-être là, niveau constance et parfois implication, mais un joueur excessivement talentueux. Puis on se croise les doigts pour l'avoir à Montréal. Au 4e rang, j'ai Matthew Schaefer, défenseur gaucher de 6 pieds 1. Contrairement à la plupart des espoirs nord-américains de cette cuvée-là, Schaefer, c'est pas un late.
Il est même, au contraire, un des plus jeunes joueurs de la QV. Je pense l'avoir plus haut que plusieurs des observateurs, mais je m'attends à une énorme année d'éclosion de sa part. La saison n'est pas encore débutée, puis mes visionnements sont évidemment encore limités puis basés seulement sur l'an dernier, là. Mais je pense au potentiel possiblement élite dans son cas. Sa rapidité, son accélération, sa vision, son contrôle de la rondelle, tout ça est tout simplement magnifique. Il y a de la robustesse dans son jeu. Tout ça laisse croire, en fait, au potentiel two-way avec un énorme upside offensif. De là, le potentiel possiblement élite. Il est raw, il y a encore beaucoup d'erreurs dans son jeu, mais je pense qu'il n'y a rien là, qui est incorrigible. Tu sais, il s'aventure parfois trop à l'attaque, entre autres. Mais c'est ça. Ça me dérange pas pour un joueur de cet âge-là, surtout qui montre qu'il est également capable de jouer dans sa propre zone. Fait que avec un peu de tuning, je pense qu'il va vraiment devenir un excellent défenseur. Puis le gabarit n'est pas un problème dans son cas. Fait que Matthew Schaefer, surveillez ça, les copinots. Au 5e rang, j'ai Anton Frondel, que comme je disais, j'aurais pu mettre 3e aussi, ça aurait bien marché. Un centre / ailier gauche là, de 6 pieds, mais je le disais, là, je me souviens pas si c'est dans le dernier épisode ou sur Facebook ou les deux, mais je pense qu'il est plus grand que 6 pieds. Là, tu le regardes jouer, puis il a l'air de faire plus 6 pieds 1. Puis c'est Pascal du TS tout sur le hockey, qui a eu la même remarque là, justement cette semaine aussi. Là, fait que je pense que je suis pas fou. Puis Frondel, c'est ça, il est présentement, là, il serait pesé autour là, quasiment de, je pense 190 livres, quasiment 200. Fait que bref, un monsieur costaud. Frondel, c'est le package complet lui aussi. Un joueur efficace, savant, qui protégeait excessivement bien la rondelle, qui scanne bien la glace, qui excelle devant le filet, qui fait d'excellentes passes, pis ça, qui fait en fait pas mal tout bien sa glace lui aussi, tu sais. Sauf que, est-ce que c'est un playmaker? Est-ce que c'est un power forward? Est-ce que c'est un joueur two-way? Toutes ces réponses, je ne le sais pas encore. Comme je disais, présentement, j'ai Ryabkin, Schaefer, Frondel, pas mal tout au même pied d'égalité, là, au 3, 4e, 5e rang. Fait qu'on peut là, présentement brasser ça. Là. Je rappelle que c'est un classement préliminaire. Au 6e rang, j'ai Roger McQueen. Quel nom incroyable, j'en reviendrai jamais. Roger McQueen. Centre de 6 pieds 5, shapé comme Sam dans Fusion Frenzy. Malgré qu'il soit le plus grand là, des joueurs nommés ici, il n'y a pas pour autant l'étiquette d'attaquant de puissance pour l'instant. On va voir si ça va s'en venir, mais il va devant le filet, il gagne ses batailles le long des bandes quand même, mais je le classerais davantage de joueur two-way, fabricant de jeu pour le moment. Il a une certaine finesse, une bonne vision, il s'implique bien dans le jeu. Puis c'est ça, à 6 et 5, un gros candidat pour percer le top 5, voire même le top 3, parce que oui, size does matter. Puis c'est ça. Pour moi, il est présentement une coche là, en dessous des Higgins, Martin, Ryabkin, Frondel à l'attaque. Donc c'est pour ça que je l'ai 6e. Ensuite, je vais accélérer là, pour les prochains rangs, la question que ça soit pas trop répétitif par rapport au dernier épisode. Puis parce que on a encore beaucoup de vos questions à couvrir, dont le sujet principal du podcast d'aujourd'hui, qui est de classer les banques d'espoir, je le rappelle. Bref. Au 7e rang, j'ai Michael Misa, attaquant dynamique de la OHL, qui avait obtenu le statut de joueur exceptionnel il y a quelques saisons de ça. Suivi au 8e rang de Logan Hansler, défenseur droitier américain de 6 pieds 2. Ensuite, Jacob Isvosniak au 9e rang et Malcolm Spence au 10e rang. Mais vous voyez, je préfère beaucoup plus Spence que Wozniak en date d'aujourd'hui. Mais j'ai mis Wozniak devant Spence parce que je pense que son potentiel offensif est plus intéressant. Même si des fois, je reste sur ma faim quand je le regarde jouer. Genre, je reste un peu perplexe puis amer, là, un peu comme quand tu te fais 3-bet pre-flop avec Pocket Jack. Bref, Malcolm Spence est présentement un incroyable attaquant two-way qui va rapidement être plug and play dans le show. Puis c'est ça, je sais juste pas si c'est un potentiel top 6 ou bottom 6. Le temps va le dire s'il est plus top ou bottom. Mais c'est ça, vu qu'il est plug and play, je pense qu'il est plus bottom. Fait que c'est ça, voilà ce qui fait le tour de mon top 10 très préliminaire. Préliminaire dans le sens que c'est très tôt pour le sortir et non dans le sens que ça suce. On a une question de François Bougingo. J'étais au repêchage. Ben oui, François, on te croit. On va passer à une autre question.
Jonathan Wallet demande c'est qui ton personnage à Mario Kart et pourquoi? Excellente question, Jonathan. Ben, ça dépend en fait. Quand je joue seul, c'est Yoshi. Sauf que quand je joue contre ma femme puis qu'elle prend Peach, je prends Bowser. Il y a Pogo dans Petite Vie qui demande Luis Mendoza était pas capable de freiner. Est-ce que c'est parce qu'il s'était pété le frein? Ah! Il y a Mathieu Harvey qui demande si tu pouvais nous préparer un bon carbonara ou quelque chose, ça serait. Hey, là, c'est pas une question, ça, Calis, c'est une commande. Là, je vais vous ramener à l'ordre, là. C'est un podcast sérieux ici, là. Vos maudites questions connes, là. C'est assez. Continuons donc en question. Il y a Uncut Demon qui demande quelles sont les meilleures équipes juniors à suivre cette saison pour voir les espoirs éligibles en 2025? Excellente question, Uncut Demon. En fait, Mathieu et Jonathan devraient prendre exemple sur toi. C'est en effet quelque chose qui est difficile quand on fait de l'évaluation d'espoir ou de l'observation d'espoir, je devrais dire, c'est que souvent, ils jouent tous dans des équipes ou des ligues même différentes. Fait que c'est difficile d'en voir plusieurs en même temps. Mais cette année, c'est ça, il y a quelques équipes qui ont quelques espoirs de premier plan ensemble. Je t'en nomme quelques-unes. En Amérique seulement, là, je ne parlerai pas de l'Europe pour l'instant. Le programme de développement américain est, comme à chaque saison, un incontournable. Malgré, c'est ça, que Hagan soit plus là, puis que c'est vraiment pas une équipe qui risque de passer à l'histoire cette saison. C'est pas comme l'année de Hughes, Caulfield, Zegers, Boldy, Turcotte, mettons, ou encore l'année de Smith, Perrault, Leonard, Moore, Higgins, Eisenman. Fait que bref, leur roster officiel est pas sorti encore. Fait que j'espère ne pas dire de fausserie. J'espère que tous les joueurs que je vais te nommer là vont vraiment évoluer dans cette équipe-là. Je voudrais pas, là, Uncut Demon, là, te mettre sur une fausse piste. Mais c'est ça. Faudrait s'attendre, je pense, à peut-être 2 joueurs quand même repêchés en première ronde là, parmi ceux-là. Peut-être 3 à suivre. En fait, le premier qui est vraiment la valeur sûre, c'est Charlie Trethaway, défenseur droitier de 6 pieds 1, très robuste, avec un potentiel offensif également. Il est présentement prévu là, en 10 et 15, mais pourrait grimper dans le top 10 là, s'il connaît une éclosion offensive. Je pense que c'est lui qui projette pour être le défenseur numéro 1 de cette équipe-là cette saison. Ensuite, en première ronde, là, il y a peut-être 2 autres centres là, qui pourraient sortir là. Il y a William Moore, centre de 6 pieds 2, ainsi que Conrad Fondork, quoique lui pourrait glisser en deuxième ronde à suivre. Joueur à surveiller, Carter Amico, défenseur droitier de 6 pieds 5, qui va assurément attirer les regards des équipes. Sinon, si on parle de petits joueurs électrisants et intéressants à voir jouer, LJ Mooney, que si tu as suivi le programme des U18 l'an dernier, tu l'as vu, il jouait là. Sauf que c'est ça, petit attaquant dynamique de 5 et 7. Puis Colin Potter, peut-être moins connu parce que lui, il évoluait pour les U17 l'an dernier. Le meilleur joueur des U17 l'an dernier, mais c'est ça, 5 et 9, donc à suivre. Je parlais tantôt de Logan Hensler, l'Américain. Je pense qu'il ne va pas faire partie de cette formation-là, compte tenu que c'est un late. Je pense qu'il va jouer NCAA cette saison, mais ça leur a été là, leur pierre angulaire à la défense, le défenseur droitier de 6 pieds 2, défenseur two-way, là, j'en parlais d'emblée tantôt. Puis il y a Dakota Rion Mullen aussi, je pense, qui ne jouera pas pour cette formation-là. Mais je ne veux pas dire de niaiserie. Sinon, les autres équipes à suivre, ben, il y a sans contredit les Otters de Erie dans la OHL qui comptent présentement 2 gars classés top 10. En fait, 2 gars, c'est ça, 2 gars classés top 10. Matthew Schaefer, le défenseur là, que je parlais tout à l'heure, ainsi que Malcolm Spence, l'attaquant two-way par excellence. Les Otters devraient également aligner Carey Terrence, un espoir des Ducks, si jamais ça te tente de voir un gars déjà repêché. Il devrait être le fun à regarder, là, même si c'est une équipe qui va être assez jeune. Les Steelheads de Brampton, anciennement de Mississauga, sont également définitivement une équipe à surveiller cette saison dans la OHL pour voir des joueurs admissibles en 2025. Il y a évidemment Porter Martone, mais il y a aussi Lucas Karmiris, ainsi que quelques espoirs là, déjà repêchés, là, dont Luke Misa, qui est un joueur excessivement le fun à voir jouer. Puis le gardien Rierson Linders. Il y a également un autre... j'ai du défenseur ou gardien? Je sais pas. Des fois, je parle puis je sais pas ce que je dis. Linders, c'est un gardien.
Il y a un autre gardien dans leur alignement que lui est éligible en 2025, qu'on va voir jouer à quelques occasions. Jack Ivankovic, qui est un des gardiens les mieux classés pour 2025. Sinon, les Tigres du chapeau de médecine, classique à suivre, qui devraient aligner au moins 2 espoirs éligibles cette année. Jonas Wu et Jack Kachowski. Pas les plus gros espoirs, mais ça va te permettre, en fait, si tu suis Medicine Hat cette année, de revoir des espoirs repêchés en 2024. Donc, Caden Lindstrom, Andrew Basha, Thomas Mercick, entre autres, ainsi que le sensationnel Gavin McKenna, éligible en 2026. J'y reviens tantôt. Sinon, dans notre cours, il y a les Saguenayens qui présentent une équipe débordante de talent en vue de la QV. En tête de liste, Émile Guité, présentement pressenti pour être repêché entre 15 et 25, qui pourrait devenir le premier espoir de la Q repêché en première ronde dans les 3 dernières saisons. Le sauveur. Les Sags vont également aligner Nathan Lecomte et Alex Wang, 2 autres joueurs à surveiller cette saison éligibles au repêchage. Puis il y a également Maxime Massé, repêché en 2024 par les Ducks, qui devrait faire partie de la formation également. Je t'invite également à suivre Rimouski. Pas pour les. Je ne sais pas si on des joueurs éligibles en 2025 de premier plan, mais ils vont être intéressants à suivre simplement parce que c'est l'équipe haute de la Coupe Memorial et devrait avoir une solide équipe. Enfin, je te dirais, si tu tiens à regarder une équipe dans la WHL, il y a aussi les Americans de Tri-City qui présentent 2 espoirs pressentis là, pour sortir en fin de première, début de deuxième ronde en 2025. Il y a des défenseurs Jackson Smith, que je vous dis de surveiller depuis un petit moment, ainsi que l'attaquant Jordan Gavin, repêché 2e au total au repêchage de la WHL en 2021, je crois. Il y a aussi dans leur équipe le joueur Cash Cock, éligible aussi en 2025. Fait que juste pour Cash Cock, ça vaut la peine de suivre Tri-City. Fait qu'à noter que les équipes que je nomme là, c'est pas les équipes qui vont être les meilleures. C'est juste, la question c'était, si je veux voir des joueurs éligibles en 2025, quelle équipe en a le plus? Fait que si vous voulez voir plus qu'un joueur à la fois, c'est des idées d'équipes à suivre. Ensuite, question de pelule. Quels sont les top espoirs pour 2026-2027? On commence à peine 2025, tu me parles déjà de 2026-2027? Pelule, 5 crème. 2026, c'est l'année de Gavin McKenna, talent possiblement générationnel, cousin par alliance de Connor Bedard et possiblement meilleur même que Connor. À moins d'une longue run en série, on devrait revoir Gavin McKenna au U18 cette année. Lui qui a été dominant l'an dernier au même tournoi, même s'il était 2 ans avant son année de repêchage, 20 points en 7 rencontres. À noter qu'il ne va pas participer au U18 lors de son année de repêchage, donc l'an prochain, étant donné qu'il est né en décembre 2007. Mais c'est une question de temps avant qu'on le voit au U20. Sauf que c'est ça, tous les exploits de Gavin McKenna voilent un peu un autre talent très, très, très intéressant, éligible en 2026. Viggo Bjork. Un attaquant suédois, 5 et 9 malheureusement, mais qui a récolté, accrochez-vous, 98 points en 36 rencontres en J18 régional l'an dernier. Un petit joueur excessivement shifty, un passeur cérébral, avec des jeux de manipulation sensationnels. Gardez un œil là-dessus. Viggo Bjork. Il a le temps encore de grandir, là, 2026, c'est pas tout de suite. Il y a aussi Joe Higinla, qui est un autre à surveiller, que plusieurs croient qu'il est meilleur que son frère Tige encore. Il va faire ses débuts full-time en WHL cette saison. Il a joué 5 matchs l'an dernier, récoltant 5 points. Il y a aussi Ethan Belchetz, un ailier de 6 pieds 4, 231 livres selon Elite Prospects, qui va également faire ses débuts en CHL. Il va jouer pour Windsor dans la OHL, aux côtés de 2 de mes boys de l'an dernier, Liam Greentree et AJ Spellacy, 2 gars, là, pour parenthèse, là, qui auraient dû sortir beaucoup plus tôt au repêchage 2024. Je l'ai encore sur le cœur, désolé, mais Windsor vont pas être plates à regarder cette année, je pense. Fait que c'est ça. Belchetz, c'est pas un gars juste sexy à cause de son gabarit. Il a quand même été repêché premier au total au repêchage Bantam 2024 de la OHL. Pour conclure, 2026, il y a également Ryan Rubrock. Un autre nom là, que vous allez bientôt entendre, commencer à entendre parler là, si ce n'est pas déjà fait. Centre de 6 pieds 2,
un late, né à genre une semaine d'être éligible là, en 2025. Deuxième choix au total dans la OHL en 2023, qui a cumulé l'an dernier en OHL 51 points en 63 matchs. Je rappelle qu'il était à son année D-2. Là, je parle de 2026. Là. Fait que D-2, quasiment point per game dans la OHL. En termes de points par match, il a fait une production similaire à Sam O'Reilly, sorti en première ronde en 2024, donc 2 ans plus vieux. Puis production similaire à Edward Chala, vous en rappelez peut-être, sorti en première ronde en 2023. Rubrock est éligible en 2026, 3 ans plus tard. Bref. Quant à 2027, ben c'est tôt, la pilule, là, mais vu que tu poses la question, il y a déjà des noms là, qu'on entend. Landon DuPont, défenseur de la WHL, ayant obtenu le statut de joueur exceptionnel, vu comme étant la prochaine superstar à la défense. Il va également y avoir en 2027 Alexis Joseph, le Québécois, qui aurait sans doute pu appliquer là, pour le statut de joueur exceptionnel lui aussi, mais me semble qu'il a refusé de le faire. Il n'a pas été refusé, il a refusé d'appliquer, si j'ai bien compris l'histoire. Bref, centre de 6 pieds 3 à 15 ans, genre, né en juin. Fait qu'il vient d'avoir là, 15 ans, 53 points en 39 parties dans le U18 à 14 ans, en fait, toute la saison. Des stats supérieurs à Joe Veleno, qui avait été joueur exceptionnel, Guillaume Latendresse et compagnie au même âge. Il y a aussi Jackson Jacobson, que vous avez peut-être entendu parler. L'an dernier, en fait, un petit centre là, de 5 et 9, mais qui a connu des débuts fracassants de WHL. Il a joué 7 matchs, mais il a fait 6 points, dont 2 buts à son premier match, me semble. Il venait à peine là, d'avoir 15 ans, fait que c'est ça. Puis dans le U18, il y a eu 106 points en 35 games. Fait que Jacobson, surveillez ça. Il devrait jouer, je pense, pour les Wheat Kings cette année. Vous aurez peut-être la chance de le voir aux côtés de Roger McQueen, justement. Donc, Brandon, Wheat Kings, équipe à suivre aussi. Fait que sinon, il y a Danny Majot qui me demandait de parler de la liste des invitations de Hockey Canada en vue du U20. En fait, on peut en parler parce que ça fait un peu rêver comme alignement. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que ça va être ça, la formation présentée au U20. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des joueurs qui pourraient jouer en LNH également. Mais en gros, en défense, on trouve les invitations suivantes. Sam Dickinson, Zane Parek, Carter Yakemchuk, Oliver Bunk, Tanner Molendyke, Étienne Morin, Caden Price, Andrew Gibson, puis une couple d'autres. À l'attaque, bon, je vais expliquer en QV, là, mais 2023, Colby Barlow, Easton Cowan, Andrew Crystal, Riley Height, Matthew Wood, Braden Yeager, Carson Rakoff, Callum Ritchie, Denver Barkey, Luca Pinelli, Bradley Nadeau et Ethan Gauthier. 2024, Caden Lindstrom, T. Jiginla, Berkeley Catton, Beckett Seneca, Cole Baudouin, Jet Luchenko, Anthony Romani, qui aurait pu être 2023 aussi, et Tanner Howe. Puis il y a 2 joueurs éligibles en 2025 qui ont été appelés. Porter Martone et Malcolm Spence. D'imaginer une 4e ligne avec Baudouin, Barkey puis Howe, mettons, ou Malcolm Spence. Oh boy, ça pourrait être tannant. J'aimerais aussi beaucoup voir Bradley Nadeau percer la formation, qui est un marqueur sous-estimé. Puis j'aimerais beaucoup le voir aux côtés d'un fabricant de jeux exceptionnel, genre, mettons, aux côtés de Berkeley Catton. T'imagines un trio, là, Catton, avec Nadeau, puis genre Caden Lindstrom. Ça pourrait être mal commode. Il y a Higgin avec Crystal, que ça serait un fit évident compte tenu qu'ils jouent déjà ensemble à Kelowna, qui pourrait peut-être être jumelé avec un Beckett Seneca, par exemple, ou un Porter Martone. Ou pourquoi pas virer complètement dingo, puis avoir un trio Higgin Lindstrom, Martone. Oh que oui, je veux voir ça, guys. Fait que c'est ça. Mais, avec tout ça, je pense que ça montre à quel point la QV 2023 était quelque peu décevante, passer le top 7-8, du moins peut-être dans la Ligue canadienne. Je suis pas particulièrement excité par les joueurs 2023 invités, que ce soit les Barlow, Crystal, Height, Wood, Yeager, Ritchie. C'est pas des joueurs qui me font triper. J'ai l'impression que l'équipe va soit être carried par la QV 2024, puis Porter Martone, je pense qu'il va jouer un rôle très important dans cette formation-là. Ou ça se peut que l'équipe soit un flop total, puis que les joueurs 2023 se lèvent pas, tu sais. Je vais m'essayer de faire des lignes, des alignements. C'est évidemment beaucoup trop tôt. C'est pas tant de prédiction, mais plus qu'est-ce que moi je ferais. Ben, il y a un peu de prédiction, bref.
Première ligne, j'aurais Cowan, Yeager, Rakoff. Yeager puis Rakoff, ils ont été utilisés ensemble à quelques occasions lors du dernier U20. Puis Cowan, l'an dernier au U20, avait un rôle très important. Puis ça te prend un trio là, avec des 19 ans. Fait que j'irais avec un trio c'est ça, de joueurs de 19 ans. Deuxième ligne, là, ça rajeunit déjà, mais j'aurais Beckett Seneca, Callum Ritchie, puis Porter Martone. En fait, rassembler Ritchie et Seneca, ils évoluent ensemble dans la OHL, fait qu'il y a déjà un fit naturel là. Troisième ligne, j'adore ça. J'aurais Iginla, Catton, Lindstrom, qui pourrait même devenir la deuxième ligne, évidemment. Quatrième ligne, j'ai Malcolm Spence, Cole Baudouin et Ethan Gauthier, avec Matthew Wood comme extra. Puis out, Crystal Height, Barkey, Pinelli, Barlow, Nadeau et compagnie. En défense, Dickinson et Bonk, les amis de London. Deuxième paire, Price avec Parek. Ça prend un gars fiable défensivement pour jouer avec Parek. Troisième paire, possiblement Molendyk avec Yakemchuk, là, mais avec, mettons, Andrew Gibson en extra, là, ou mettre Yakemchuk en extra. Là, bref. Je déteste pas ça. J'adore le middle six, avec Seneca, Ritchie, Martone, Iginla, Catton, Lindstrom. J'aime la quatrième ligne également, mais je suis pas convaincu de la première ligne. Je pense que ça pourrait manquer de jus. Contrairement à un pet de bidet. Là, ceux qui ont un bidet, là, vous savez de quoi je parle. Michael Hage a encore été boudé. J'aurais aimé le voir dans cette formation-là. Je pense pas que ce soit par manque de talent. Je pense juste que Hockey Canada boude certains des joueurs exilés, surtout les joueurs évoluant en USHL. Bon, évidemment, Fantilli, Celebrini, c'est des exceptions, on comprend pourquoi, mais tu sais, Hage, c'est pas le seul à être boudé par Hockey Canada. Sacha Boisvert, John Mustard sont dans la même situation. On pourrait voir Hage, Boisvert, Mustard là, dans cette équipe-là aussi, là, mais c'est ça, ils ont pas reçu d'invitation. Puis les Américains font la même chose, même si c'est un peu plus rare d'avoir des Américains exilés au Canada. Mais tu sais, il y a eu Hunter Brustevich, qui est un exemple récent qui me vient en tête, ignoré l'an dernier pour le U20. Au dépend là, de défenseurs, là, genre Eric Polcam et compagnie. Fait que voilà ce qui fait le tour de vos questions, ou presque. En fait, j'ai quasiment fait 1 heure là, avec ça, malgré tout. Oh boy, je pense que l'épisode va être long. Je m'en excuse. Je vais vous faire la liste des idées là, qui est excellente, mais qui n'ont pas été retenues pour cet épisode-là, mais qui vont être retenues pour des épisodes futurs. Il y a Patrick Pelletier qui propose de faire un classement des meilleures années de repêchage depuis 2000. Excellente suggestion. Il y a Mathieu Harvey qui propose quant à lui de revisiter le travail de Bergevin, donc de comparer l'équipe là, qu'il avait lors de son embauche avec qu'est-ce qu'il a pu amasser lors de son départ. Il y a également Frédéric Galland qui propose de parler des risers, fallers des drafts passés. Mais en fait, je pourrais commencer à faire un peu comme ce que propose Charles-Thomas Caron ainsi qu'Alexandre Giroux, puis tout simplement faire des redrafts. Ouais, juste, mettons, parler des bons coups, mauvais coups de toutes les équipes, là, pas être Montréal-centrique, en tout cas, bref, pas juste autour des Canadiens. Puis essayer, c'est ça, de comprendre là, pourquoi certains choix sont arrivés. Fait que je veux revisiter les repêchages, mais je veux que ça soit différent de ce que le processus a fait, mettons. Maintenant, place au programme principal demandé par plusieurs. Mon classement des banques d'espoir à travers la LNH. Je dois dire, c'est un exercice que je voulais faire depuis déjà un bon moment, mais j'attendais les camps d'entraînement avant d'évaluer tout ça, parce que ça peut influencer, mais vous m'avez forcé la main un peu en demandant à plusieurs. Toutefois, vous savez que j'aime Excel, puis monter des systèmes d'évaluation, puis tout. Si vous le savez pas, je vous l'apprends. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que ça a été long, ça a été ardu. J'ai pris mon après-midi pour roughly mettre 300 quelques joueurs de 22 ans et moins dans un fichier Excel, puis les évaluer un à un. En fait, évaluation 1 à 10, c'est quoi leur potentiel, puis 1 à 10, c'est quoi les chances qu'ils vont évoluer dans la LNH sur une base régulière.
En multipliant ces deux facteurs-là, ça nous donne un score. Rien de scientifique, mais c'est ça. C'était long à faire, mais il fallait le faire. Puis pourquoi j'ai fait ça de même? Ben, après ça va être beaucoup plus simple pour moi d'aller modifier l'évaluation des joueurs, d'en enlever quand ils vont pogner 23 ans, puis d'en rajouter. Fait que c'est ça. Tout ça, en fait, tout ce data-là me génère différents classements. Je vais vous épargner les détails, mais tu sais, ça me génère des classements par équipe, genre pour la profondeur, des classements par équipe pour les meilleurs 5 meilleurs espoirs. Je sais pas si ça fait du sens. J'ai également un classement de plafond. J'ai un classement pour les qui exclut en fait les joueurs déjà établis dans la LNH, etc., etc., etc. Fait qu'en faisant une moyenne de tous ces sous-classements-là, j'arrive à un classement final. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, mon classement tient compte de bien des facteurs. C'est grosso modo, ce qu'il faut savoir, le classement y inclut seulement les joueurs de 22 ans et moins, en date précisément du 27 juillet 2024. Si j'avais fait ça une journée plus tard, Philippe Tomassino aurait pas compté dans l'équation. Bonne fête, Philou. Je vais vous nommer quelques joueurs de 23 ans notoires au passage parce que l'inclusion ou l'exclusion de ces joueurs-là de 23 ans aurait grandement affecté certains classements. Mais c'est ça, il fallait que je mette une limite à quelque part. Puis c'était la fête de Philippe Tomassino, cette limite-là. Certains de mes sous-classements tiennent compte aussi, en fait, tiennent compte, pas de aussi, juste tiennent compte de tous les joueurs de moins de 22 ans, qu'ils soient LNH ou non. Mais il y a d'autres classements que c'est seulement les joueurs de 22 ans avec 20 matchs ou moins dans la LNH. Donc, oui, Bedard, il est compté comme un espoir dans cet exercice-là, ce qui va aider les Hawks. Mais il compte pas dans tous les sous-classements. Fait que c'est un peu pourquoi Chicago va pas être premier dans les résultats. Il y a également des joueurs comme Studzla, Perfetti puis Raymond qui font partie de l'équation. Mais vous allez voir que ça joue pas tant dans le classement parce que même si c'est les joueurs avec parmi l'évaluation la plus haute, compte tenu qu'ils sont déjà établis dans la LNH, vu que je les compte pas dans tous les classements, ben ces équipes-là finissent pas nécessairement dans le top 5. Bref. Je me suis pas tant attardé aux gardiens. J'en ai seulement classé 8 que je pense qu'ils se démarquent vraiment du lot. Je connais pas assez les autres, puis je pense pas que ça aurait tant influencé les classements anyway. Puis pourquoi je suis 8 aussi, c'est qu'il y a beaucoup des bons jeunes gardiens qui ont 23 ans, tu sais, les Wolf, Levi, Knight et tout ça. J'ai-tu dit Knight comme un bon Québécois? Bref. Fait que c'est ça, ils sont pas éligibles, là, fait que ça réduit quand même la liste. C'est important de noter qu'il y a 2 équipes qui ont 2 gardiens. Fait que je pense que ça les avantage grandement. Je vais y revenir, mais chapeau à eux pour bien avoir repêché, I guess. C'est aussi important de rappeler que ce genre de classement-là dépend tout le temps beaucoup du modèle qu'on utilise. Des groupes d'âge qu'on inclut ou non, puis si on inclut ou non les joueurs de la LNH. Fait que ce que je viens de décrire, c'est le modèle que j'utilise, le modèle que j'ai créé. Puis oui, les résultats que je vais vous montrer vont probablement être très différents des autres classements que vous avez pu voir. Mais c'est ça, c'est important de rappeler que je fais ça pour le plaisir, sans prétention. Je suis pas un analyste professionnel payé pour faire ça. Puis selon quels critères qu'on évalue, où qu'on met justement nos barèmes, puis quelle importance qu'on apporte à chaque critère, ben c'est ça qui fait qu'on a des différences dans les classements. Puis également, ben, il y a un volet évaluation également. Il faut en tenir compte. C'est ça, aussi remettre en contexte, ben, il y a des joueurs, là, des gars repêchés il y a 3-4 ans là, que j'ai pas vraiment revu rejouer depuis. Je suis pas retourné les voir, là, j'évalue un peu à l'œil, mais tu sais, souvent ça va être des espoirs qui sont peut-être classés 10e dans une banque d'espoirs, fait que ça n'a pas tant d'influence. Puis tu sais, à un moment donné, un joueur de 22 ans avec une production modeste dans la AHL me doute pas mal c'est quoi son potentiel, t'sais. Fait que l'évaluation est quand même pas si difficile à faire. Fait que c'est ça se peut que j'ai oublié des espoirs. J'aimais bien Cap Friendly pour ça. RIP. Mais c'est ça. Fait qu'à prendre avec un grain de sel, mais c'était un exercice fun à faire. Fait que je vais vous partager seulement mon top 10. Mais il y a quand même plusieurs mentions honorables que j'aimerais discuter d'abord et avant tout, qui va vous donner un peu là, une idée de comment tout ça s'enligne. Bizarrement, j'ai Calgary 18e puis la Caroline 19e, alors qu'à l'œil, je les aurais probablement mis
entre 8 et 13, là, si j'avais juste fait un classement sans me badrer de me compliquer la vie avec un fichier Excel, dans les deux cas, Calgary, Caroline, la profondeur de leur banque d'espoir est plus qu'excellente, puis c'est pour ça que je les avais en haute estime. Mais l'incertitude des espoirs de Calgary, ils ont des Parek, Gredin, Misa qui sont... surtout dans le cas de Gredin, Misa, c'est très hit or miss, là. Ça leur renuit dans ce système d'évaluation-là. Puis c'est un peu la même chose avec la Caroline, qui ont des gars comme Poirier, Nadeau, Nikishin. Mais ils ont aussi d'autres gars plus safe, sauf que les gars plus safe ont un plafond moins élevé, un plafond plus limité, dont Nikita Artamonov et Dominic Badinka. Fait que je pense que tout ça fait qu'il y avait un classement profond, mais moyen partout. Fait qu'ils se retrouvent 19e, justement. T'sais, dans le même range, là, on retrouve également des équipes là, comme Nashville, Washington, pour exactement les mêmes raisons. Parmi les équipes là, qui ont manqué tout juste le top 10, il y a des surprises que je peux expliquer, mais je vous avouerai, ça m'a choqué. Je me suis choqué moi-même. La première grosse surprise, probablement la plus grosse, c'est que Buffalo se retrouve 14e dans ce classement-là, pour plusieurs raisons toutefois. La première, qui influence beaucoup, c'est que Matthew Savoy a été échangé. Faut pas l'oublier. Puis ils ont plusieurs joueurs qui ont pogné le 23 ans aussi, donc ils sont exclus de ce calcul-là. Dylan Cousins, Byram, Krebs, Johnson, Levi sont tous exclus. Là. Fait que là, c'est 6 gros noms qui viennent de perdre. Là. Fait que c'est sûr que ça l'a influencé. Il leur reste quand même Power, Benson, Peterka, Quinn, Kulik, Elenius, Ostlund, Rosen, Kleber, Wahlberg, McCarthy, Sturback. C'est impressionnant. Mais c'est important de dire qu'ils sont 5e pour la profondeur. Fait niveau profondeur, je les ai classés 5e, c'est excellent. Ils sont à quelques points là, d'être classés 10-11e quand même. C'est très serré. Mais 14e, c'est outrant quand tu regardes leur banque d'espoir. Mais ce qui leur renuit, puis qui fait justement qu'ils sont 14e dans ce modèle-là, c'est que il y a des équipes devant eux qui scorent mieux dans la catégorie qui est, mettons, les meilleurs espoirs non LNH, mais surtout, mettons, les 3, 4, 5e meilleurs espoirs non LNH. Parce que une des choses qui est influencée, puis qui influence le classement global, ben en fait, la somme des évaluations des 5 meilleurs espoirs LNH, c'est de quoi que je compte pour toutes les équipes. Puis étant donné que Power, Benson, Peterka et Quinn sont déjà dans la LNH, ben les 5 meilleurs espoirs non LNH que j'évalue là-dedans pour Buffalo, ben c'est Kulik, Elenius, après ça, Kleber, Ostlund, Rosen. C'est encore bon, mais vous allez voir, c'est moins sexy que les équipes devant eux. Fait que ça explique pourquoi ils ont perdu beaucoup de points au classement. C'est vraiment... en fait, ça leur nuit qu'il y ait des joueurs qui aient gradué. Puis en le disant, je me rends compte qu'il y a un manque de logique peut-être là-dedans. Mais regarde, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des classements qui ignorent complètement les joueurs LNH. Il y a des classements qui regardent juste les joueurs U23 ou U22 ou U21. Il y a plein de manières de le faire. Moi, j'ai décidé de regarder tous les joueurs U22, mais d'accorder quand même plus d'importance aux joueurs non LNH qu'aux joueurs LNH. Pourquoi? Je sais pas, Chris, mais c'est le même que je l'ai fait. Je sais pas quoi dire. Ensuite, d'une grosse surprise, New Jersey et sa bubble. En raison de leur manque de profondeur, malgré un top 4 hallucinant avec les Hughes, Nemetz, Mercer et Silayev. Mais c'est ça, il y en a 2 là-dedans qui sont LNH. Fait que leur top 5 non LNH est moins impressionnant un peu. Puis Jack Hughes a soufflé sa 23e bougie. Fait que c'est pourquoi New Jersey se retrouve hors du top 10. Puis il y a Saint-Louis puis Philadelphie qui sont les 2 autres équipes sur la bubble du top 10. Là. Question de manque de talent élite, à part peut-être Michkov à Philly. C'est important aussi de noter pour Philly que York puis Brink ont 23 ans. Donc évidemment, ça les a fait baisser de quelques rangs. Donc, au 10e rang, j'ai les Sénateurs d'Ottawa, grâce entre autres à Tim Stutzla, Jake Sanderson, Ridley Craig et Carter Yakimchuk en tête de liste. Sans les joueurs LNH, les Sens se classent davantage entre 16 et 20. Fait qu'ils n'ont pas la banque la plus intéressante non LNH. Fait que c'est vraiment là, les Stutzla, Sanderson et Greg qui viennent les carried jusqu'au 10e rang.
Fait que c'est ça, Stooz-là est d'ailleurs un des quelques joueurs avec une note pratiquement parfaite dans le calcul. Puis c'est ça, Shane Pinto a 23 ans, fait que c'est sûr que ça ne les a pas aidés, mais 10e rang, c'est quand même pas mauvais. Au 9e rang, j'ai les Red Wings de Détroit, une banque d'espoir caractérisée par des joueurs au plancher très élevé. Évidemment, les Edvinson, Casper, Danielson, Branteg Nugard, Gibson. Ils ont aussi un home run potentiel en Axel Sandin Pelika. Puis ils ont 2 des 10 meilleurs gardiens, j'en parlais tantôt, mais Cossa et Augustine sont 2 des gardiens que j'ai classés. Fait que ça les a aidés beaucoup que j'ajoute les gardiens. Puis c'est ça. Ce qui les aide aussi, c'est que la plupart de ces joueurs-là que je vous ai nommés, tous ces joueurs-là, en fait, ne sont pas catégorisés LNH. Le seul qui l'est dans leur banque d'espoir, c'est Lucas Raymond. Et Moritz Seider n'est pas inclus compte tenu qu'il a 23 ans. C'est pourquoi ils sont au 9e rang et pas un petit peu plus haut. Au 8e rang, oui, les Yetis de l'Utah. C'est officiel qui s'appelle les Yetis finalement? Bref. Une équipe qui serait davantage en fait classée autour de genre le 4e rang si c'était juste des joueurs non LNH. Ce qui inclut en fait des joueurs comme Iginla, Gunther, Simachev, Rabel, Boot, Lamoureux, Skehen, Lavoie, Vesinen. Même Josh Doan qui n'a pas joué là, ses 20 matchs, je crois. Avec beaucoup de planchers excessivement élevés là-dedans, quoique des plafonds peut-être un peu moins élevés. Mais les planchers sont tellement élevés, ça les a beaucoup aidés dans le classement. Puis le seul là, qui est vraiment considéré comme étant LNH dans leurs espoirs, c'est Logan Cooley, qui a un plafond très élevé, fait que ça aussi, ça les a aidés. Évidemment, la perte de Geeky, puis la graduation, en fait, le 23 ans de Soderstrom puis Machelli vient peut-être un petit peu leur nuire, mais 8e, c'est très bon. Au 7e rang, surpris, mais je suis capable de l'expliquer, j'ai le Wild du Minnesota. En fait, c'est grandement dû à Brock Faber, même s'il est LNH et que j'en tiens pas compte dans tous les calculs, là, il a quand même grandement boosté cette équipe-là. Mais je pense aussi ce qui explique pourquoi j'ai le Wild 7e, c'est que j'ai quand même fait une évaluation très favorable pour Ziv Bouillum et Jesper Wallstedt. J'ai quand même aussi été généreux, je pense, pour Danila Yurov, puis j'ai donné des beaux planchers aussi à Ogren Hunt, Stramel et compagnie. Même Riley Wright aussi, là, qui a quand même un beau plafond, quoique de l'incertitude dans son cas. Mais bref, leur banque d'espoir est classée en 16 et 11 dans pas mal toutes les catégories évaluées. Ce qui les aide pas, malheureusement, c'est ça que c'est Matt Boldy a pogné 23 ans, fait qu'il est donc exclu. Mais c'est vraiment très bon. 7e rang, en fait, dans les circonstances. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi haut. Mais comme je dis, c'est vraiment dû à Faber, Bouillum et Wallstedt. Au 6e rang, j'ai le Kraken de Seattle. Une équipe avec des potentiels très intéressants avec Beniers, Catton puis Wright, ainsi que plusieurs gars, soit au plafond élevé ou au plancher élevé. Évidemment, Riker Evans, Edward Chala, Carson Rakoff, Jagger Furcus, Oscar Fisker-Molgaard, David Goyette, Yanni Niemann, Lukas Dragicevic, etc. Pareil, banque d'espoir. J'adore ça. Il score fort dans le classement, étant donné que la plupart de ces joueurs-là n'ont pas joué 20 matchs LNH, dont Shane Wright, justement. Fait que ça explique pourquoi le Kraken se retrouve 6e. Ensuite, dans le top 5, on voit pas mal souvent les mêmes équipes là, dans les différents classements qu'on voit, mais pas nécessairement dans le même ordre. Là. Je dois vous avouer, je suis surpris des résultats que j'ai obtenus ici, parce que si j'avais eu à le faire à l'œil, je serais pas arrivé tout à fait à ça. Mais bon, on stick à la méthodologie ici, qui est juste en fait pour toutes les équipes. Au 5e rang, j'ai les Blue Jackets de Columbus, ce qui me semble loin. J'explique. Évidemment, Fantilli, Lindstrom, Jiricek, Johnson, Sillinger, Matichuk, Zvozil, Brindley, Elick. Mais un peu comme j'expliquais pour les Sabres, le fait que la plupart de leurs jeunes jouent déjà LNH, ça leur a peut-être fait perdre quelques rangs. Tu sais, je le disais, là, je sais que je radote, là, mais il y a bien des classements qui incluent pas du tout les joueurs LNH. Si c'est le cas, Columbus se retrouve quand même beaucoup plus loin. Mais mon modèle en tient compte, même s'il n'en tient pas compte à 100%. Puis c'est pour ça que ça peut avoir l'air farfelu.
À noter qu'il y a Voronkov puis Shinakov également qui ont eu 23 ans. Ça aussi, ça leur a peut-être nui. Fait que bref, 5e meilleure banque d'espoir. C'est pas piquer des verres. Surtout quand vous allez voir ce qui suit et surtout la profondeur des banques d'espoir qui s'en viennent. Écoutez, on parle d'une vingtaine de joueurs notoires par banque d'espoir du top 4 que j'ai évalué. Là. Fait que chaque équipe dans le top 4, une vingtaine de joueurs. C'est fou. Au 4e rang, les Ducks d'Anaheim qui ont la 3e meilleure banque totale si on prend juste les 5 meilleurs joueurs U22, incluant les joueurs LNH. À noter que ça exclut Zegras et Lacombe qui ont 23 ans. Donc les Ducks, bon, c'est ça, sont pénalisés par le fait d'avoir plusieurs espoirs LNH, ce qui explique pourquoi ils sont 4e, et bien 4e, c'est pas piqué. Mais écoutez ça, cette banque d'espoir-là. Surtout leur top 5, là, qui a aucun maudit bon sens. Carlson, McTavish, Minchukov, Gauthier et Seneca. C'est un top 5 là, hallucinant. Probablement mon préféré. Mais checkez la profondeur aussi. Ça n'a pas de bon sens. Zellweger, Colangelo, Hintz, Massé, Peterson, Gaucher, Solberg, Smith, Warren, Terrence, Luneau, Petrie. J'ai rien à ajouter. Votre honneur. Au 3e rang, les Blackhawks de Chicago. Équipe qui serait classée 2e si on regarde seulement la profondeur. Puis en fait, il aurait pu être 2e au total s'il n'y avait pas autant de s'il n'y avait pas déjà fait graduer autant de joueurs LNH. Là, en fait, bon, évidemment, Bedard, Korchinski, c'est comprenable, Reichel aussi, mais c'est sûr, aussi Phillips, Kaiser et compagnie qui ont joué LNH. Donc, ça pu les impacter un petit peu. Parce que moi, personnellement, je les aurais mis 2e. Sinon, dans les non-NHLers, la liste est longue. Puis plusieurs ont un potentiel de fou. Écoutez ça. Levchunov, Boisvert, Nazar, Moore, Mustard, Vanacker, Lardis, Allen, Rinzel, Doc, Hayes, Delmastro, Spellecy, Slaggert. Puis en plus, 2 gardiens dans le top 10, voire même top 8 U22, Gayan et Comesso. Comme je dis, ce qui fait qu'ils sont pas 2e, c'est que j'ai quand même été très conservateur sur la projection de certains de ces joueurs-là, dont des gars, en fait, comme Lucas Reichel, que je savais pas trop quoi faire avec, honnêtement. Je savais pas à quel point je devais l'évaluer fort. Puis il y a plusieurs défenseurs qui ont au plafond très limité aussi, là, tu sais, on pense là, au Rinzel, Allen et tout ça. Des gars un plancher intéressant, mais un plafond quand même très limité. Puis il y a quelques attaquants également de type tout ou rien. Tu sais, Nazar, on le sait pas, je sais pas. J'y crois, mais ça pourrait être le genre de gars qui réussit pas à se trouver une niche dans la LNH. Même chose avec les Lardis, Vanacker. Donc, c'est ça. Mais tu sais, 21 espoirs notables que je viens de vous nommer. C'est fou raide comme banque d'espoir. Ah, puis j'ajoute également, Vlasic et Crevier sont pas là-dedans à cause qu'ils ont 23 ans. Mais c'est ça. Personnellement, j'aurais mis les Hawks 2e, mais c'est ça. La prochaine équipe qui est classée 2e a un peu plus de talent high-end dans ses espoirs classés 4e, 5e et 6e dans leur banque. Donc, au 2e rang, les Canadiens de Montréal. Puis, je le sais, ça fait fan de les mettre là. Mais sauf qu'à ma défense, vous le savez que je suis généralement hyper conservateur sur l'évaluation des joueurs du CH. J'essaie de pas me faire des trop grosses attentes. Mais écoutez ce top 6-là de leurs joueurs U22. Puis dites-moi s'il y a vraiment des équipes qui ont mieux que ça. Demidov, Slavkovski, Goulet, Hudson, Fowler, Reinbacker. C'est pas mal, là. Ensuite de ça, on a les Hage, Roy, Mailloux, Struble, Engstrom, Beck, Konyushkov, Kapanen, Barron, Jackay, Tuck, Meshar, Heinemann. Bon, on peut peut-être même inclure Farrell si on veut. Mais en plus de les autres espoirs repêchés en 2024 que je connais pas ou peu, le plus fou là-dedans, c'est également les joueurs de 23 ans qui sont pas inclus là-dedans, mais ça vous dit quand même que le CH est en bonne posture. Caulfield, Dak, Newhook ont 23 ans. J'ai peut-être été généreux sur les évaluations de Slavkovski puis Hudson, mais en même temps, non, je pense pas si pire. Hudson, il est genre 40e au total dans ma liste.
Slavkovski et Demidov là, sont quand même très hauts, mais ils se retrouvent dans le deuxième tiers avec des joueurs comme Carlson, Michkov, Fantilli, Smith et compagnie. Demidov mérite d'être là. Slavkovski aussi, je pense, c'est très débattable. Fait que, même, j'aurais pu mettre Demidov dans le tiers 1 avec Bedard, Stützle, Celebrini. Je pense que ça aurait même pas été fou. Mais je l'ai mis dans le deuxième tiers. Je pense que j'ai été fair quand même, guys. Fait que bref, Canadien, deuxième meilleure banque d'espoir au monde entier, selon cette évaluation-là. Au premier rang, sans trop de surprise, les Bruins les Sharks de San Jose. Je passerai pas par le laquais de chemin, là. Celebrini, Smith, Eklund, Dickinson, Musty, Mukamadulin, Bordelot, Bisted, Chernyshov, Wetch, Edstrom, Altunen, Furlong, Polkam, Havelid, Roberts, Stalin Wallenius, Cagnoni, etc. etc. Bon, fait que c'était long de répondre à cette question-là quand même. Vous m'avez envoyé une méchante belle balle courbe là, les gars. Je pense que ça m'a pris genre 8 heures tout compiler ça, sans compter l'enregistrement. C'est une journée de job perdue, ça, guys. La bonne nouvelle, c'est que je pourrais ajuster mon modèle puis mes évaluations en cours de saison, puis vous redonner les portraits si ça vous le dit, parce que tous ces classements-là se génèrent automatiquement selon l'évaluation que je fais des joueurs. Donc, je le vois à long terme. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre support. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Droppez des petits likes, des petits commentaires. On est là pour jaser. Votre support est grandement apprécié. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Bye!